Voilà, donc bonjour à tous. Donc effectivement, même si euh, Mathieu vient d'arriver il n'y a pas longtemps, il a très bien cerné les problématiques, en tout cas juridiques et problématiques des GDPL. Moi, je vais l'étoffer un petit peu à travers le constat de la Fédération des GDPL par un bilan un peu exhaustif des 36 années depuis la création des GDPL. Et puis, les préconisations sur justement un outil juridique, justement pour cerner un peu les problématiques d'outils d'utilisation juridique des GDPL un peu à toutes les sauces, et puis les travaux de typologie des terres réalisés par la Fédération en ce moment. Donc le contexte général, on parle de quoi? De 500 000 hectares de terres coutumières, 310 000 hectares sur la grande terre, dont 100 000 appartiennent au GDPL. Donc là, ce focus-là, il est fait que sur les 94 000, parce qu'il y en a 94 000 de rétrocession de GDPL, pas sur les terres de réserve. Donc la création de GDPL date d'une ordonnance d'État de 82. La problématique, c'est qu'il n'y a pas eu du tout d'évolution depuis cette date, ni de l'ordonnance, ni même de la structure même du GDPL, alors que le contexte de base de la création des GDPL était bien une mise en valeur des terres. Le souci, c'est que comme il n'y avait pas d'outils juridiques à cette époque, et que surtout les clans, les chefferies et les districts n'étaient pas reconnus moralement, les vieux de l'époque ont dû utiliser cette enveloppe-là pour la rétrocession des terres. La fédération des GDPL, elle date de 2011, donc la création le 17 septembre 2011 à Boulou-Paris. Puis le 26-27 octobre, le séminaire sur le foncier des GDPL au Centre Jean-Marie culturel Chibaou, où on a dressé un petit peu la feuille de route de la fédération des GDPL. Les différentes assemblées générales ont égrené, on va dire, les travaux de la feuille de route des GDPL, mais le gros du travail était justement sur l'outil, sur la création du statut même de GDPL, parce qu'aujourd'hui le GDPL n'a pas de statut proprement dit. C'est simplement cette ordonnance d'État de 81. Il suffit simplement qu'une personne, même ici dans l'amphithéâtre, on peut très bien aller à la province sud, on remplit nous-mêmes une feuille de GDPL et on peut créer nos GDPL alors qu'on n'a pas forcément entre nous de lien et on n'a pas forcément de lien à la terre sur nos villes. Dans l'outil du GDPL 36 ans après, c'est quoi 900 GDPL en tout, 240 à peu près en province sud, 45 en province des îles et plus de 600 en province nord. Sur l'ensemble de ces GDPL, il n'y a uniquement que 340 GDPL qui sont propriétaires fonciers. Ça veut dire qu'il y a plus de 600 GDPL qui sont créés. Un petit peu comment les gens ont eu envie de les utiliser. Donc, on a récupéré le dernier tableau de l'INSEE où on montre qu'on a aujourd'hui 16 objets différents de GDPL. Alors que le but au départ était vraiment cette rétrocession et l'aménagement du foncier coutumier. On s'est aperçu que les personnes ont utilisé les GDPL un peu voilà comme ils avaient eu envie. Donc en objet social aujourd'hui, ça part de l'hébergement, ça part du transport, des commerces, de l'activité humaine, la santé sociale et même les activités de services administratifs. Cette attribution, alors qu'elle avait été réalisée il y a plus de 36 ans, il y a une répartition par commune où on s'aperçoit que la réattribution foncière a été mal équilibrée, on va dire, puisque le plus gros pourvoyeur du foncier coutumier via les GDPL ont été la province nord et la province sud les moins lotis. La bonne dernière, entre guillemets, après ça dépend comment on regarde les choses, c'est la commune de Yaté, qui a bénéficié de 0,1% des 94 000 hectares de foncier réattribués. Et la plus lotie a été la commune de Vaud, qui a plus de 10% du foncier réattribué via le GDPL. 36 ans après, on s'aperçoit que plus de la moitié des GDPL sont en sommeil. Si certains fonctionnent très bien, moins de 15% des terres rétrocédées sont mises en valeur. Et que les GDPL qui fonctionnent bien sont surtout des GDPL qui sont géographiquement situés soit dans les zones périurbaines, Co, Koné, Vaud, Point-Bout, ou ici sur le Grand Nouméa, Dembéa, Païta, Mandor et Yaté pour les usines. Le statut même du GDPL, on est parti de quoi? Du constat qu'avait fait notre stagiaire de l'époque, qui était aussi le directeur, qui est d'ailleurs dans la salle, là, Dominique Fauchy,
Donc, il avait fait un travail de terrain pour compléter, actualiser un petit peu les problématiques des GDPL. Et on s'est aperçu que, que les errances, on va dire, du fonctionnement du GDPL partaient même déjà du début déjà de la création. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer un GDPL. Les préconisations qui sont faites, c'est de le faire par acte coutumier, c'est-à-dire que les structures coutumières qui créent le GDPL pour une raison bien précise devraient le faire par acte coutumier, ce qui pose après des filtres après derrière sur les personnes qui peuvent arriver derrière. On a des soucis de représentativité entre la tribu, le clan, les familles des GDPL. Conflit de pouvoir entre les instances dirigeantes, entre le GDPL en lui-même, le mandataire, et la structure coutumière qui normalement l'a créée. On s'est aperçu qu'il y a eu un peu on a donné quelque part un peu un espèce de pouvoir au mandataire de GDPL qui n'avait pas au sein des structures coutumières. Le chef de clan, c'est le chef de clan, il a tout pouvoir sur le clan. Le chef de tribu, c'est le chef de tribu, il a tout pouvoir sur la tribu. Le mandataire de GDPL, il est doté d'un foncier, d'une superficie coutumière, mais coutumièrement, s'il n'est ni chef de clan ni le chef de tribu, normalement, il n'a pas de plus de pouvoir que ça. Et le souci, c'est que du coup, on a créé un peu des entités un petit peu, voilà, équivalentes ou qui peuvent naître des conflits. Donc, définir les entités représentantes dans les GDPL, donc les nombres de familles et de clans, et définir le rôle et les fonctions et missions et chefs du GDPL. La propriété du GDPL, on s'aperçoit que la gestion de la terre, à qui appartient la terre? Au GDPL ou à la structure? Aujourd'hui, légalement, le foncier appartient au GDPL. C'est-à-dire que mon GDPL de clan, même si je fais partie du clan, si je ne fais pas partie de l'acte de rédaction du GDPL, du bureau, je suis normalement même pas propriétaire du foncier. La responsabilité des mandataires lors des litiges. Aujourd'hui, les mandataires sont responsables des activités du GDPL. Donc, il peut y avoir des saisies du bien du mandataire. Le rôle et les missions du GDPL. Confusion entre GDPL économique, GDPL foncier. L'utilisation des GDPL à toutes les sauces. C'est les diapositives qu'on a vues avant. Aujourd'hui, 16 objets différents appartiennent au niveau des GDPL. Et les GDPL sont utilisés à toutes les sauces. Dans les camions, dans les transports, dans les entreprises de transport, l'agriculture, la gestion de la terre. Les préconisations dans le futur statut, c'est justement de définir les types de GDPL, les fonciers économiques, familiales, claniques, polyclaniques, de définir le rôle et les missions du GDPL et de définir exactement l'objet. Si un clan décide de monter un GDPL pour mettre en valeur leur foncier via un hôtel, par exemple, le GDPL n'est créé que pour ça. Le renouvellement du bureau de GDPL, les membres décédés ne sont pas automatiquement remplacés. Les GDPL sont des vieilles structures. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de GDPL où il n'y a qu'un seul membre vivant. C'est-à-dire que cette personne-là, si elle venait à disparaître, un certain foncier, une certaine superficie coutumière appartiendrait à un GDPL où il n'y a plus de membres existants. Et avec la force sur des 4I, il y aurait une espèce d'incompatibilité à transférer soit au clan fondateur ou soit la chefferie fondatrice. Les dividendes du GDPL peut donner lieu à des détournements de fonds ou utilisation frauduleuse des dividendes du GDPL. Là, c'est pareil, c'est comme il n'y a aucun statut de création du GDPL. La logique veut que à partir du moment où l'activité économique arrive à générer des fonds, que le mandataire fasse un bilan. Beaucoup de GDPL demandent à ce que les mandataires le fassent. Souci, c'est qu'il n'y a aucun texte, il n'y a aucun statut, il n'y a aucune réglementation qui dit que le mandataire doit faire un bilan en fin d'année. Et si on pousse plus loin, c'est-à-dire qu'il c'est aucunement écrit nulle part que le mandataire doit même reverser des dividendes. Donc là, c'est sur la partie statutaire, on est complètement dans le flou. C'est-à-dire que ça a été un outil qui a été positionné justement pour donner lieu, espace un petit peu à l'organisation Kanak après derrière pour l'organisation, mais le souci c'est qu'il y a eu beaucoup trop de laisser-aller dans le sens où il y a eu beaucoup trop de marge. Et le souci c'est comme il n'y a pas eu forcément de cadre, les uns et les autres n'ont pas su bien forcément bien gérer. Pour faire le lien un petit peu avec ce qui se dit juste avant,
on a toujours préconisé au niveau de la fédération des GDPL de séparer les deux sphères, de séparer la sphère coutumière de la sphère économique. La sphère coutumière, on englobe la partie foncière, c'est-à-dire que normalement la partie foncière, les GDPL, nous en tout cas à notre avis, ne devrait pas être propriétaire foncier coutumier. Le GDPL n'est là que pour mettre en valeur ce foncier coutumier-là. Il ne devrait pas être propriétaire foncier. Parce qu'on va se retrouver avec exactement ce que l'intervenant précédent a dit, c'est-à-dire que c'est une structure de droit commun qui est propriétaire d'un foncier coutumier. Et là, c'est deux droits qui se chevauchent. Et une des grosses problématiques de développement des GDPL, ça a été ça. C'est-à-dire que ces deux droits-là, ils ont du mal à coexister. Surtout que nous, au niveau des CANAX, on a énormément de mal à se structurer dans le sens de faire des assemblées générales, de se voir en bureau, du domaine des présidents et compagnie. C'est-à-dire que ce sont des contraintes supplémentaires à mettre en place pour gérer du foncier coutumier qui, de toute façon, étaient gérées ancestralement par les clans, par les chefferies, par les districts, et ça, on savait faire. Donc le souci, ce palier de GDPL, entre guillemets, a fait que rajouter un palier supplémentaire qui était un peu compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que depuis 2011, nous on travaille à mettre un statut des GDPL, à mettre un statut commun des GDPL à sa création, qui vient reprendre un petit peu toutes les problématiques là qu'on vient d'égrener dans le tableau, pour en tout cas apporter des solutions pour y résoudre et ne pas forcément retomber dans des travers. Je vais juste continuer sur les travaux actuellement. Alors, ça parle de lien direct avec cette partie-là, mais c'est un lien direct sur les problématiques de développement du foncier coutumier via les GDPL. C'est qu'aujourd'hui, on nous dit qu'effectivement, au niveau superficie, on est à un tiers de la revendication foncière. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de terrain coutumier, il y a un tiers de terrain privé, il y a un tiers de terrain institutionnel. Donc, province, gouvernement et mairie. Aujourd'hui, ce tiers-là, si on croise les critères de foncier uniquement que sur la partie GDPL, hein, hors réserve, hors tribu, on s'aperçoit déjà que rien qu'avec les critères portes, on s'aperçoit que plus de la moitié des terrains sont positionnés sur des pentes supérieures à 30%. Donc pour un ordre d'idée, une pente supérieure à 30%, un tracteur il monte pas. C'est-à-dire que tu peux pas faire passer un tracteur, tu peux pas faire passer une machine. Il faut forcément, ce sont soit des pelles rétro ou soit des moyens un peu plus importants. Donc le critère pente met déjà une contrainte au niveau de la moitié des superficies des terrains rattribués via les GDPL. Le critère des zones inondables, rien que sur les aléas forts et très forts, on se retrouve avec plus de 530 hectares qui se situent sur ces zones inondables. Sur les critères de périmètre de protection des eaux, on s'aperçoit qu'on est à plus de 9000 hectares qui se situent sur des périmètres de protection des eaux, donc avec des contraintes de développement ou d'élevage ou d'agriculture assez fortes. Le dernier critère, qui est le critère des forêts, on s'aperçoit également qu'on est là, je ne vais pas le lire, qu'on est à 40 000 hectares, soit 43% de ces superficies-là, qui ne se trouvent pas sur des zones de critères de forêt dense à très dense. Donc sur la synthèse, on s'aperçoit que le un tiers des superficies du foncier ici en Nouvelle-Calédonie, ben sur le un tiers du foncier coutumier, il n'y a que un tiers où il n'y a pas de contrainte d'exploitabilité, on va dire, de ce foncier-là. Ça veut dire que 2 tiers contiennent des contraintes soit de forte pente, soit de densification forte au niveau des forêts, soit dans des périmètres de protection des eaux, ou soit dans des zones inondables. Donc en conclusion, l'outil n'est plus du tout adapté et parfois galvaudé même du GDPL même. Un gros travail sur le statut du GDPL. Donc c'est un travail qui est initié depuis 2011, mais depuis l'année dernière, on est en convention avec la commission des terres du Sénat coutumier pour avancer un peu sur ce statut. Une typologie des terres attribuées, le développement sont limités par des critères physiques. Et nous, ce que l'on prône au niveau de la fédération des GDPL, sur les revendications foncières en tout cas, c'est que pour ne plus
pour ne plus voilà, se mettre cet outil GDPL-là dans les revendications foncières, mais uniquement dans le développement, qu'il faut, maintenant que les clans ont la personnalité morale, d'arrêter de revendiquer via les GDPL, mais plutôt de le faire directement via les clans. Donc voilà un peu pour l'intervention pour la Fédération des GDPL. Merci.